En quelques mois, un tabou économique s'est fissuré brutalement en Afrique. Ce qui ressemblait à un simple bras de fer commercial est devenu un signal mondial. Des États africains contestent désormais la logique qui faisait des ressources locales un avantage externe, pas un levier interne. Que signifie ce basculement pour l'Europe, pour les marchés et pour les sociétés africaines elles-mêmes, à l'heure où Ibrahim Traoré assume publiquement cette rupture? Un ordre ancien vacille, un autre hésite encore à naître. Cette séquence propose une lecture structurée de ce basculement, sans slogan ni prophétie. Elle s'attache à comprendre ce qui change réellement lorsque des États africains cessent de négocier à la marge et commencent à fixer des conditions. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est institutionnel, psychologique et stratégique. Pour le lecteur, l'intérêt est clair. Identifier les mécanismes concrets derrière des déclarations qui paraissent radicales, mais qui s'inscrivent dans une continuité plus longue. Il s'agit aussi de distinguer ce qui relève d'une posture politique de ce qui produit déjà des effets mesurables sur les marchés, les alliances et les chaînes d'approvisionnement. Le risque, souvent évoqué, est celui d'un désordre durable. Rupture commerciale, tension monétaire, dépendance déplacée plutôt que supprimée. L'opportunité, elle, réside dans une redéfinition des rapports de force, où la transformation locale des ressources devient un critère central. Ce cadre pose une question simple mais exigeante. Que se passe-t-il quand demander laisse place à décider? En quelques jours seulement, un chiffre a cristallisé le basculement. Le prix du cobalt a été multiplié par plus de 2 sur les marchés internationaux. Ce mouvement n'était pas le résultat d'une pénurie naturelle, mais d'une décision politique précise prise sur le sol africain. La suspension conditionnelle des exportations congolaises a agi comme un révélateur brutal de la dépendance structurelle des chaînes industrielles mondiales. Ce premier signal a dissipé une illusion persistante, celle d'un continent incapable d'influencer les règles du jeu. Jusqu'alors, l'Afrique était perçue comme un fournisseur interchangeable, soumis à des contrats hérités d'une autre époque. Or, en liant l'accès aux ressources à leur transformation locale, plusieurs États ont déplacé le centre de gravité des négociations. Ibrahim Traoré a donné une formulation simple à cette inflexion lorsqu'il a affirmé que la liberté économique commence là où l'extraction cesse d'être une fin en soi. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir au cadre antérieur. Pendant des décennies, l'exportation brute a été présentée comme une étape nécessaire du développement, alors même qu'elle externalisait la valeur ajoutée. Les promesses d'aide, de partenariat et de stabilité monétaire ont entretenu un système où la souveraineté restait formelle. Le rejet progressif de symboles comme le franc CFA s'inscrit dans cette remise en cause plus large, à la fois économique et mentale. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fermeté du discours, mais la coordination implicite entre décisions nationales. Des choix pris à Kinshasa, Accra ou Abuja produisent donc des effets convergents, sans déclaration commune. Dans cet environnement, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un chef de file officiel que comme un catalyseur symbolique, capable de nommer ce que d'autres expérimentent déjà. Et une petite révélation s'impose alors. Le pouvoir n'a pas disparu, il a simplement été longtemps sous-estimé. La question devient alors plus précise. Ce pouvoir peut-il se stabiliser sans provoquer de fractures durables? Pour saisir les effets précoces de cette inflexion, il faut quitter les sommets et observer les points de contact. Dans plusieurs pays, les premières conséquences ne se sont pas manifestées par des annonces spectaculaires, mais par des ajustements très concrets dans les circuits de décision. Des ministères ont ralenti la signature de contrats, des entreprises ont suspendu des expéditions, des négociations techniques ont soudain changé de ton. Au Burkina Faso, l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir a servi de point de repère narratif, mais l'impact initial tient moins à sa personne qu'à la clarté de la ligne affichée.
Les interlocuteurs étrangers ont compris que certaines marges de manœuvre, longtemps implicites, n'étaient plus acquises. Cette compréhension a précédé toute réforme exhaustive. Elle a modifié la façon dont les demandes étaient formulées, et surtout la manière dont les refus étaient assumés. Un premier cas révélateur concerne les discussions sur la transformation locale. Là où ces propositions étaient autrefois reléguées en annexe, elles sont devenues des prérequis. Un second cas touche au calendrier. Des délais plus longs ont été acceptés, non par faiblesse, mais pour préserver une cohérence stratégique. Ces micro-décisions, prises séparément, ont produit un effet cumulatif perceptible. Ce stade précoce reste fragile. Les administrations doivent apprendre à soutenir une ligne politique sans disposer encore de toutes les capacités industrielles nécessaires. Pourtant, un changement s'opère déjà. La négociation n'est plus vécue comme une concession permanente. Et très concrètement, l'effet se voit tout de suite, et il est mesurable. Lorsque le cadre change, même sans rupture totale, les comportements s'ajustent plus vite que prévu. Avant, les décisions africaines étaient lues comme des signaux faibles. Après, elles ont été traitées comme des contraintes immédiates. Ce basculement ne s'est pas produit en une seule annonce, mais par une succession rapide d'actes qui ont modifié la perception du risque. L'activation commence lorsque certains États cessent de considérer l'exportation brute comme une évidence administrative et la redéfinissent comme un choix politique réversible. Le premier déclencheur identifiable est la conditionnalité. Suspendre, retarder, renégocier. Ces verbes, longtemps réservés aux institutions financières internationales, sont repris par des gouvernements africains dans le champ des ressources. La décision de la République démocratique du Congo sur le cobalt agit alors comme un accélérateur. Elle transforme une revendication théorique en précédent concret. Les marchés réagissent immédiatement, non par panique idéologique, mais par ajustement mécanique des prix et des flux. Le pic intervient lorsque ces ajustements cessent d'être isolés. Le Ghana annonce des restrictions sur l'or non raffiné. Le Nigeria modifie les modalités de paiement de ses contrats énergétiques. Chaque mesure, prise séparément, pourrait être absorbée. Ensemble, elles créent un effet de résonance. Les acteurs européens comprennent que le problème n'est plus un partenaire difficile, mais un environnement qui change de règles. À ce stade, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant parmi d'autres, mais comme une figure qui verbalise cette séquence en cours, en lui donnant une cohérence politique lisible. La phase de réplique commence alors. Dans les capitales européennes, les réactions oscillent entre inquiétude et minimisation. Certains responsables parlent de décisions contre-productives, d'autres évoquent des risques de désorganisation durable. Mais sur le terrain industriel, le langage est différent. Les entreprises recalculent leurs coûts, revoient leur calendrier et cherchent des alternatives. La chaîne d'approvisionnement, longtemps pensée comme stable, révèle sa dépendance à des points précis du continent africain. Ces répliques ne sont pas uniquement économiques. Elles touchent aussi la diplomatie. Des canaux de discussion, auparavant secondaires, deviennent prioritaires. Des partenaires non européens gagnent en attractivité parce qu'ils acceptent des exigences jugées irréalistes quelques mois plus tôt. Cette redistribution silencieuse des options renforce l'idée que le pouvoir de négociation ne réside pas uniquement dans la capacité financière, mais dans la maîtrise des conditions d'accès. La séquence reste inachevée. Aucun effondrement, aucune victoire définitive. Mais une chose est acquise. Le retour en arrière devient coûteux. Revenir à l'ancien cadre supposerait d'ignorer les effets déjà produits, ce que peu d'acteurs sont prêts à faire. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne moins l'origine de la dynamique que son point de fixation médiatique, celui par lequel le changement est nommé et rendu visible. La question qui s'impose est alors simple et lourde de conséquences. Cette ligne d'événements marque-t-elle une parenthèse tactique ou le début d'une normalité nouvelle? Avant ces décisions, le système reposait sur une hypothèse implicite. L'offre africaine était abondante, flexible et politiquement neutre. Après, les chiffres ont commencé à traduire autre chose. Le premier indicateur visible est l'écart de prix, qui ne relève pas d'une tendance longue, mais d'un choc concentré dans le temps.
Lorsque certaines exportations ont été conditionnées, les marchés ont intégré une nouvelle variable. Le risque politique africain n'était plus marginal. Prenons le cobalt comme point d'entrée. Sur une base déjà tendue par la transition énergétique, l'annonce de restrictions a provoqué une hausse brutale, supérieure au doublement en quelques jours. Ce chiffre n'est pas seulement spectaculaire, il est révélateur. Il montre que la chaîne industrielle mondiale ne disposait pas de marge d'ajustement immédiate. En clair, la dépendance n'était pas théorique, elle était opérationnelle. Un second indicateur concerne l'énergie. Les modifications contractuelles imposées par certains producteurs africains ont entraîné une augmentation mesurable des coûts énergétiques dans plusieurs régions. Européenne, là encore, l'écart n'est pas dû à une raréfaction physique, mais à une reconfiguration des modalités de paiement et de livraison. La variation observée, de l'ordre de plusieurs points de pourcentage, a suffi à peser sur les prévisions industrielles à moyen terme. Chaque point supplémentaire s'est traduit par des arbitrages budgétaires immédiats. Le troisième indicateur touche aux métaux précieux. Les restrictions sur l'exportation d'or non transformé ont réduit l'offre disponible pour les raffineries étrangères. L'effet a été une hausse sensible des prix, accompagnée de tensions logistiques. Ce mouvement a mis en lumière un paradoxe. Des marchés réputés liquides peuvent devenir rigides dès lors que la source principale impose une condition nouvelle. Ces chiffres, pris isolément, pourraient être interprétés comme des anomalies temporaires. Ensemble, ils dessinent une trajectoire. La trajectoire d'un continent qui passe du statut de variable d'ajustement à celui de paramètre central. Ibrahim Traoré a insisté à plusieurs reprises sur ce point. La souveraineté ne se mesure pas uniquement en discours, mais en capacité à produire des effets mesurables. Les données disponibles lui donnent, au moins partiellement, raison. Il faut toutefois éviter une lecture simpliste. Les écarts observés ne signifient pas que l'Afrique contrôle l'ensemble du jeu. Ils indiquent plutôt que l'ancien équilibre reposait sur une sous-évaluation systématique de son poids réel. Le passage du niveau de base au niveau post-décision révèle cette sous-estimation. La leçon principale est méthodologique. Lorsque des décisions politiques produisent des variations chiffrées rapides, c'est que les marchés avaient intégré une hypothèse erronée. Ici, l'hypothèse était celle d'une offre africaine inconditionnelle. Sa remise en cause a suffi à déplacer des milliards de valeurs. La question qui reste ouverte n'est donc pas celle de l'impact immédiat, déjà visible, mais de sa durabilité. Ces écarts quand vont-ils se normaliser ou devenir le nouveau point de référence? C'est à cette interrogation que la suite devra répondre. Les critiques de cette trajectoire avancent deux arguments principaux, souvent présentés comme pragmatiques. Le premier affirme que la fermeté africaine risque de déplacer la dépendance plutôt que de l'éliminer. En réduisant l'exposition à l'Europe, les États africains pourraient se retrouver liés à de nouveaux partenaires tout aussi exigeants, mais moins transparents. Selon cette lecture, le rapport de force ne disparaît pas. Il change simplement de visage. La souveraineté proclamée masquerait alors une vulnérabilité déplacée. Le second argument insiste sur le risque interne. Conditionner l'accès aux ressources sans disposer immédiatement des capacités industrielles suffisantes pourrait ralentir les recettes publiques, fragiliser les budgets et accentuer les tensions sociales. Les sceptiques soulignent que la transformation locale exige du temps, des compétences et des capitaux. En attendant, les États pourraient ne se retrouver dans une zone grise, ni pleinement intégrés aux chaînes mondiales, ni totalement autonomes. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des expériences passées. Pourtant, elles omettent un élément central révélé par les données récentes. Les décisions africaines n'ont pas provoqué un effondrement des flux, mais une renégociation accélérée de leurs conditions. Les partenaires alternatifs ne sont pas arrivés en position de force absolue. Ils ont accepté des exigences que l'Europe jugeait auparavant irréalistes. Cette asymétrie
indiquent que la marge de manœuvre était plus large qu'anticipé. Sur le plan interne, la critique du calendrier est pertinente, mais partielle. Les ajustements observés montrent que les États n'ont pas interrompu brutalement les exportations. Ils ont introduit des seuils, des délais et des clauses progressives. Cette gradation réduit le choc budgétaire tout en maintenant la pression stratégique. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur cette logique incrémentale, opposée à l'idée d'une rupture aveugle. La réponse aux deux arguments tient donc dans un point commun. Le changement ne vise pas l'autarcie, mais la réversibilité. En rendant les règles négociables, les États africains récupèrent une capacité qu'ils avaient perdue. Ce n'est pas une garantie de succès, mais c'est une condition minimale pour que le choix existe réellement. La question pertinente n'est alors plus de savoir si le risque existe, mais qui en supporte désormais le poids. Et sur ce point, l'équilibre commence clairement à se déplacer. Ce déplacement n'est pas d'abord idéologique, il est procédural. Le changement décisif tient au fait que l'accès aux ressources n'est plus traité comme un droit implicite, mais comme une option conditionnelle. Cette nuance transforme la nature même des négociations. Elle oblige chaque acteur à intégrer l'incertitude là où régnait l'automatisme. À ce stade du processus, un élément devient visible. La capacité à dire non n'est efficace que lorsqu'elle est crédible. Or, cette crédibilité ne vient pas d'une rhétorique plus dure, mais de la répétition de décisions cohérentes. Des refus assumés, suivis d'effets mesurables, ont installé une nouvelle attente chez les partenaires étrangers. Ils n'anticipent plus une concession finale, mais un arbitrage réel. Ibrahim Traoré intervient ici comme un point de bascule symbolique. Non parce qu'il détient seul ce pouvoir, mais parce qu'il a formulé publiquement ce que d'autres pratiquaient encore à voix basse. En rendant explicite la conditionnalité, il a réduit l'espace de l'ambiguïté diplomatique. Cette clarté a eu un effet d'entraînement, plus fort que ne l'aurait fait une coordination formelle. Et, au fond, voilà ce qui se révèle. Le rapport de force ne s'est pas inversé, il s'est rendu visible. Ce qui était latent est devenu opérant. Les acteurs n'agissent plus comme si le cadre ancien allait nécessairement se reconstituer. Ils intègrent désormais l'idée que la règle peut être renégociée à chaque cycle. À partir de là, le débat change de nature. Il ne porte plus sur la légitimité de la demande, mais sur le coût de l'ignorer. Les effets de ce repositionnement ne se diffusent pas de manière uniforme. Ils se répartissent selon les acteurs, leur marge d'adaptation et leur exposition au changement de règles. Pour les gouvernements africains, la première conséquence est institutionnelle. La capacité à poser des conditions renforce le poids des administrations économiques, mais elle accroît aussi leurs responsabilités. Chaque décision devient traçable, chaque concession visible. Cette exposition oblige à une plus grande cohérence interne, car l'erreur de calcul se paie désormais immédiatement sur les marchés et dans l'opinion. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les acteurs européens, longtemps habitués à un cadre stable, ont dû intégrer des coûts supplémentaires, des délais incertains et des exigences nouvelles. Cette adaptation rapide a mis en lumière une vulnérabilité stratégique, la dépendance à des matières premières dont l'accès n'était jamais réellement garanti. À l'inverse, certaines entreprises non européennes ont accepté plus facilement les nouvelles conditions, non par altruisme, mais parce qu'elles y ont vu un accès durable plutôt qu'un avantage ponctuel. Du côté des populations africaines, les effets sont moins immédiats, mais tout aussi déterminants. La transformation locale des ressources promet des emplois, des compétences et une captation accrue de la valeur ajoutée. Toutefois, cette promesse s'accompagne d'une attente sociale plus forte. Les citoyens mesurent désormais les discours à l'aune de résultats tangibles. Le changement de cadre crée une pression interne. Si les ressources sont mieux contrôlées, leurs bénéfices doivent devenir visibles dans la vie quotidienne. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences y sont systémiques. Les décisions prises par quelques États modifient les anticipations de l'ensemble du continent. Les négociations bilatérales sont observées, comparées,
parfois imitée. Cette dynamique produit un effet d'entraînement, mais aussi un risque de fragmentation si les stratégies divergent trop fortement. L'équilibre entre coordination et souveraineté nationale devient alors un enjeu central. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré occupe une place singulière. Il n'est ni l'unique moteur, ni un simple symbole. Son rôle consiste à maintenir la lisibilité politique de la trajectoire, en rappelant que la souveraineté économique ne se décrète pas une fois pour toutes, mais se consolide par des décisions répétées. En ce sens, son influence se mesure moins à ses annonces qu'à la persistance du cadre qu'il défend. Le point commun entre ces 4 niveaux est clair. Le coût de l'inaction a augmenté. Ignorer la nouvelle donne n'est plus neutre. Chaque acteur, qu'il soit public ou privé, doit désormais choisir entre adaptation et marginalisation. La question n'est plus de savoir si le changement est réel, mais qui sera capable d'en absorber durablement les effets. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution de cette dynamique peut être envisagée selon 3 trajectoires distinctes, chacune reposant sur des choix politiques et des capacités d'exécution différentes. Aucun scénario n'est certain, mais chacun éclaire les leviers décisifs. Une première trajectoire possible est celle d'un rééquilibrage progressif. Les États africains maintiennent la conditionnalité sur certaines ressources clés, sans généralisation brutale. Les négociations se poursuivent, mais sur des bases révisées. Les investissements dans la transformation locale avancent par étapes, soutenus par des partenariats diversifiés. Dans ce cadre, les marchés intègrent une prime de risque durable, sans rupture majeure des flux. L'Europe s'adapte partiellement, en acceptant des coûts plus élevés en échange de visibilité. Ce scénario suppose une coordination minimale et une discipline administrative constante. Une deuxième trajectoire, plus optimiste, repose sur une accélération maîtrisée. Les capacités industrielles locales montent en puissance plus vite que prévu, grâce à des investissements ciblés et à une coopération régionale renforcée. Les chaînes de valeur se recomposent, permettant une captation accrue de la valeur ajoutée sur le continent. Les monnaies et les modalités de paiement se diversifient, réduisant l'exposition aux chocs externes. Dans cette hypothèse, la souveraineté économique cesse d'être défensive pour devenir un avantage comparatif. Les partenaires extérieurs s'ajustent à un cadre désormais stabilisé. Une troisième trajectoire, plus pessimiste, envisage une fragmentation. Les stratégies nationales divergent, certaines décisions manquent de cohérence ou de suivi. Les capacités industrielles tardent à se matérialiser, tandis que les tensions budgétaires s'accentuent. Des partenaires extérieurs exploitent ces failles pour imposer des conditions asymétriques. Le risque n'est pas un retour au statu quo, mais l'émergence de dépendances concurrentes, moins visibles, mais tout aussi contraignantes. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Elles ne dépendent pas uniquement des intentions, mais de la capacité à enchaîner des décisions cohérentes dans le temps. La question centrale n'est donc pas de choisir un scénario, mais d'identifier les conditions qui rendent le scénario favorable crédible. L'enjeu intellectuel pour l'observateur est clair. Si les règles ont commencé à changer, quels signaux permettront de savoir, dans quelques mois, si ce changement s'installe ou s'érode? À ce stade, la dynamique observée cesse d'être abstraite. Elle touche des groupes précis, avec des effets différenciés, mais convergents. Pour les décideurs publics, l'enjeu est d'abord méthodologique. Les marges de manœuvre existent désormais, mais elles exigent une capacité accrue de planification, de suivi et d'arbitrage. Chaque choix expose davantage, car il n'est plus dilué dans un cadre hérité. Cette visibilité transforme la gouvernance en exercice de cohérence continue. Pour les acteurs économiques, notamment les entreprises liées aux chaînes d'approvisionnement internationales, l'impact est immédiat. Les stratégies fondées sur la stabilité implicite des règles deviennent obsolètes. Anticiper, diversifier, accepter des exigences locales plus fortes n'est plus une option marginale, mais une condition d'accès. Cette adaptation a un coût,
mais elle offre aussi une lecture plus claire du risque réel, longtemps sous-estimé. Les citoyens africains constituent un troisième groupe clé. Pour eux, la question centrale n'est pas la géopolitique, mais la traduction concrète des décisions en emploi, en service et en perspective. Le changement de cadre élève les attentes. Il crée une exigence de résultats visibles, car la souveraineté revendiquée ne peut rester symbolique. Cette pression sociale agit comme un test permanent de crédibilité. Enfin, pour l'observateur extérieur, le lecteur lui-même, l'intérêt est analytique. Ce qui se joue n'est pas un affrontement binaire, mais une redéfinition progressive des règles. Comprendre cette logique permet d'éviter deux erreurs fréquentes: surestimer la rupture ou sous-estimer la continuité. Deux pistes pratiques émergent. Premièrement, suivre les décisions intermédiaires plutôt que les annonces spectaculaires. Deuxièmement, observer les effets cumulatifs plutôt que les résultats immédiats. C'est dans cet intervalle que se construit la réalité du changement. La question à se poser devient alors personnelle et simple. Quels signaux, parmi ceux observés aujourd'hui, méritent réellement d'être pris au sérieux? À ce stade, la question n'est plus de savoir si la souveraineté économique est souhaitable, mais comment elle peut être rendue praticable. Une trajectoire crédible repose sur une séquence d'actions lisibles, chacune assortie d'un critère d'évaluation clair. Sans cela, la stratégie reste déclarative. Pour commencer, il faut clarifier les priorités. Tous les secteurs ne peuvent pas être traités simultanément. Identifier quelques ressources stratégiques, là où la dépendance externe est la plus forte et la valeur ajoutée locale la plus accessible, permet de concentrer l'effort. Cette focalisation réduit le risque de dispersion et renforce la crédibilité des décisions initiales. Ensuite, il faut sécuriser les capacités intermédiaires. La transformation locale ne suppose pas une autonomie totale immédiate, mais des infrastructures minimales et des compétences ciblées. Des partenariats techniques, limités dans le temps et précisément encadrés, peuvent servir de levier sans recréer une dépendance structurelle. Puis, il faut inscrire la conditionnalité dans des cadres juridiques stables. Les règles doivent être prévisibles, même lorsqu'elles en sont exigeantes. Cette stabilité est essentielle pour éviter l'arbitraire et pour permettre aux acteurs économiques d'anticiper. Ibrahim Traoré a souligné à plusieurs reprises que la fermeté n'a de sens que si elle s'accompagne de règles claires et répétables. Après cela, il faut mesurer et ajuster. Chaque décision doit produire des indicateurs simples, suivis publiquement. Emploi créé, valeur ajoutée captée, délai de transformation. Ces données permettent de corriger la trajectoire sans renoncer à l'objectif. Enfin, une cinquième étape traverse toutes les autres, la coordination. Sans alignement minimal entre États, les avancées restent fragiles. La souveraineté, dans ce cadre, n'est pas l'isolement, mais la capacité à agir ensemble sans perdre la maîtrise nationale. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit toutefois une condition essentielle: transformer une rupture symbolique en processus vérifiable. La question décisive devient alors celle-ci: quelles institutions seront capables de tenir ce rythme dans la durée? Le fil conducteur revient à ce point de départ discret évoqué plus tôt. Ces salles de négociation, où le ton a changé avant même que les règles ne soient réécrites. Ce sont là, loin des déclarations solennelles, que s'est jouée une partie décisive. Un silence plus long, une signature retardée, une condition ajoutée. Des gestes mineurs en apparence, mais porteurs d'un sens nouveau. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité. Son rôle n'est pas seulement d'avoir formulé une ambition, mais d'avoir assumé publiquement ce moment où l'hésitation laisse place à la décision. En cela, il incarne moins une rupture spectaculaire qu'une transition assumée, celle où la souveraineté cesse d'être une revendication abstraite pour devenir une pratique répétée. Le rappel essentiel tient dans cette idée simple. Le changement durable ne naît pas d'un acte isolé, mais d'une cohérence maintenue sous contrainte. Chaque ajustement observé depuis le début du processus
renvoie à cette exigence. Dire non une fois attire l'attention. Le dire plusieurs fois avec constance modifie les attentes. La phrase qui s'impose n'a rien de grandiloquent. Elle tient en peu de mots. La crédibilité précède le pouvoir. C'est à ce niveau que se joue désormais l'avenir de cette trajectoire. Non dans les intentions affichées, mais dans la capacité à répéter, encore et encore, le même geste stratégique sans le vider de son sens. Cette séquence ne se referme pas sur une certitude, mais sur un espace de réflexion partagée. Ce qui se joue dépasse le cas d'un pays ou d'un dirigeant. Il s'agit d'une interrogation plus large sur la manière dont les règles économiques mondiales se transforment lorsque ceux qui les subissaient commencent à les discuter. L'expérience en cours, incarnée entre autres par Ibrahim Traoré, oblige à regarder autrement des mécanismes longtemps tenus pour acquis. Pour le public, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre les implications. Observer comment se renégocient les contrats, comment évoluent les discours, et comment réagissent les marchés permet de saisir les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des évidences. Cette attention est déjà une forme de participation au débat. La conversation reste ouverte. Elle gagne à être nourrie par des analyses, des points de vue divergents et des questions exigeantes. C'est dans cet échange que se dessine une lecture plus juste des transformations en cours. Alors, face à ce déplacement progressif des règles, quel indicateur vous paraît le plus révélateur de ce qui est réellement en train de changer ?